qu'est-ce qu'on peut attendre de cet avertissement du capitaine Traoré? Merci beaucoup, M. Bi-Africa. Merci beaucoup, Georgia, pour le lien, le parallèle que tu as fait avec la guerre froide qui est devenue une guerre chaude aujourd'hui. Et c'est très important. La famille, d'abord, les Européens, c'est des fanatisés. Voilà. Eux, c'est des fanatiques. C'est-à-dire qu'ils sont fanatiques pour leurs intérêts. Ils sont fanatiques pour leurs intérêts, pour la défense de leur monde. Voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Si être fanatique, c'est de défendre effectivement une Afrique qui s'ouvre aux autres Africains et non qui se ferme aux autres Africains, une Afrique qui s'ouvre aux autres mais pas aux Africains, si être fanatisé, c'est une Afrique qui a confiance en elle, qui est audacieuse, comme l'a dit, il y avait, qui était là, j'oublie, voilà, qui est audacieuse, je pense que nous acceptons ce mot-là, fanatisé. Et nous disons aussi que nous, la langue coloniale nous a été imposée, nous la parlons. Et pourquoi Macron n'arrive pas? Parce que nous la parlons bien et mieux qu'eux. Voilà, nous parlons nos langues et nous parlons leur langue. Donc, en cela, une langue est une richesse quand tu n'es pas aliéné par la langue. L'objectif d'imposer leur langue, c'était que nous soyons eux, c'est-à-dire que nous acceptions, c'est-à-dire que nous soyons des sous-fifres, que nous soyons des sous-citoyens et que nous soyons des sous-français ou des sous-français. Ça n'a pas marché, la preuve, nous luttons. Voilà. Si aujourd'hui Macron, dès qu'il sort, nous sommes derrière, c'est parce que nous comprenons cette langue coloniale et nous inversons la tendance. Voilà. Là où ils ont cru qu'ils allaient utiliser la langue pour nous asservir, nous nous en servons pour lutter contre eux. Donc nous sommes libres. Voilà. Ça, c'est un. Le capitaine Ibrahim Traoré, d'abord, le sommet. Le sommet, c'était le deuxième sommet. N'oublions pas que l'AIS, c'est le 6 juillet 2024 à Niamey, première rencontre des chefs d'État. Et effectivement, le général d'armée Assimi Goïta en a eu la présidence. Et il est toujours difficile lorsque c'est la première fois. Quand on marche sur des œufs, on ne sait pas. Et quand on est aussi attaqué que le sont les pays de l'AIS, je pense que ce n'est pas évident. Mais ce que nous avons constaté, et nous le disons avec objectivité, nous regardons le bilan. En un an, puisque c'est une présidence tournante, les gens qui nous parlent de démocratie, le mot démocratie là, c'est parce que quelqu'un sort un mot, que ce mot-là lui appartient. Mais le projet, l'esprit de ce qu'on appelle démocratie existe en Afrique. Et nous ne sommes pas là pour chanter des gloires, vraiment, des gloires un peu exagérées, utopiques de l'Afrique, non. Quand nous faisons le bilan, nous faisons l'inventaire de nos traditions. Nous disons qu'il y a des actions qui sont moins bonnes, il y a d'autres qui sont bonnes, et nous gardons les bonnes, il n'y a pas de souci. C'est ça le progrès social, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est seulement les Africains aliénés qui sont mélangés dans le cerveau, qui n'arrivent pas à faire le discernement. Les Africains sont les seuls peuples au monde qui font du bashing africain. C'est-à-dire qu'ils s'auto-flagellent tout le temps. Voilà. Et qui dédouanent les autres. Qui trouvent que les bourreaux là, il ne faut pas trop parler des bourreaux, c'est nous les victimes qui sommes nous-mêmes. C'est très particulier. Les fils de David ne le font pas. Les Africains sont les seuls peuples au monde qui le font. D'où effectivement le processus d'aliénation très profond. Donc il faut libérer le cerveau. Donc par rapport au bilan, le bilan, il est excellentissime. Et je pèse mes mots. Le bilan est excellentissime, pourquoi? On va parler des faits rapidement. D'abord, l'AIS est né d'abord, de quel projet l'AIS est né? De quoi l'AIS est? L'AIS vient d'où? Il vient d'abord, il est basé sur des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est contre l'injustice. Rappelez-vous, lorsque il y a le renversement de régime sur le Bazoumé qui est en question, qui est un individu quand même d'une grande vassalité, qui vient d'une tribu, qui a fait allégeance à ce fameux général de Gaulle dont il est question, depuis 1945. La tribu de cet individu-là a fait allégeance à la France depuis 1945. Donc, on comprend pourquoi ces sorties ont été si colonialistes, si colonisées, voilà. Et puis, c'est un gars qui était un ramasseur si vous voulez, de sacs. Voilà, il allait prendre avec Diendéré, l'un des projets de Blaise Compaoré, c'est eux qui allaient dans le désert, c'est eux qui récupéraient les sacs, l'argent dû à ce qu'on appelle les transactions par rapport aux otages, machin, bref. Financement de terreau à Bénin, voilà, Libystan, Sahélistan.
Ce que je veux dire, le premier sommet, vous avez vu, c'était au Niger. L'intelligence des pays de l'AIS, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de une démocratie à l'africaine. On n'a pas besoin du mot, on a besoin de l'esprit. Nous avons cet esprit. Ça veut dire quoi? Ça se passe à Niamey. La première rencontre des chefs d'État, le premier sommet, c'est à Niamey. Le deuxième à Bamako, le troisième à Ouagadougou. Il n'y a pas plus démocratique que ça. Ensuite, c'est une présidence tournante. On ne fait pas 2, on ne fait pas 3, on ne fait pas 4. On fait 1 an, 1 an, 1 an. Tranquille. Voilà. 1 an, 1 an, 1 an. L'avantage des présidents de l'AIS, c'est qu'ils ont la culture du résultat. Il y a des militaires france-africains, il y a des militaires médiocres, il y a des militaires vendus et il y a des militaires patriotes. Si nous sommes là en train de soutenir effectivement les militaires patriotes, mais attendez, qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique? Nous voulons des médiocres civils pseudo-démocratiques parce que nous sommes biberonnés à accepter la démocratie, ou nous voulons des personnalités africaines qui vont penser aux Africains. Voilà quelqu'un qui était là tout à l'heure, qui disait que l'AIS se réconcodie sur elle-même, alors que c'est faux. La preuve, le capitaine Ibrahim Traoré a dit que le visa est gratuit pour les Africains, à condition de faire la demande. Il n'y a pas plus ouverture que ça. Ça, c'est deux. Quand on regarde le bilan du général d'armée Assimi Goïta, on a quand même sur le plan administratif, sur le plan effectivement de ce qu'on appelle la mobilité urbaine, la mobilité territoriale, on a 2 axes. On a le passeport biométrique, AIS, et on a la carte d'identité. Ça fait que les gens se reconnaissent dans une entité. Nous voulons bâtir quoi? Nous voulons bâtir une Afrique unie. Tout le monde dit Union africaine. On dit que l'UA, elle est mauvaise, c'est une institution qui ne représente pas les Africains. Nous avons une émanation, un groupe qui dit nous pouvons faire ce projet-là. Un groupe qui est basé sur les valeurs de lutter contre l'injustice. On dit on ne va pas accepter que des Africains aillent attaquer d'autres Africains, en l'occurrence les Nigériens, pour les beaux yeux des Européens. Nous refusons. Voilà la base de la naissance de l'AIS. Deuxième sommet à Bamako. Le bilan, c'est quoi? Sur le plan sécuritaire, l'AIS est basé aussi d'abord sur les valeurs et la défense. Voilà, parce qu'ils se sont mobilisés pour dire, si vous attaquez le Niger et tous les Africains conscients ici, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ailleurs, les gens se sont mobilisés ici pour dire non, qu'on ne va pas accepter cela. Et au-delà même de l'Afrique, ça a été une grande victoire d'unité, de faire face à un défi. Ça a été le premier acte. C'est le premier acte que nous nous reconnaissons en tant qu'Africains au-delà des entités territoriales colonisées. Ça, c'est le premier acte. Donc, le projet de l'AIS, c'est de faire que les Africains soient conscients de leurs forces. Même si on les présente comme faibles, mais des faibles qui se mettent ensemble deviennent une force. Le bilan du général d'armée Assimi Goïta, la défense. On a d'abord, je ne vais pas parler d'abord du FUAUS, je parle d'abord du territoire, le Liptako Gourma, l'AIS et la Confédération des États du Sahel. Les armées peuvent traverser les frontières, coordonner les actions pour traquer les mercenaires. Je ne parle pas de terroristes, ce sont des mercenaires. Voilà. Et donc, ils peuvent traverser les frontières et traquer les mercenaires. Donc, au niveau sécuritaire, nous avons fait un espace commun, un même destin, un même peuple. Donc, nous devons ce qu'on appelle une entraide sécuritaire. Donc, ça commence par là. Et vous avez vu aussi que là où il y a une grande intelligence, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle les achats d'armes, bon, peut-être que les gens n'ont pas fait attention. En réalité, il y a une coordination. Voilà, les gens n'achètent pas les armes pour acheter les armes. Il y a une coordination. C'est-à-dire que d'abord, ça commence par le Mali, parce que c'est le Mali qui était le plus avancé, avant que les autres n'arrivent, dans la volonté de sécurisation. Donc, c'est tout à fait normal. Même jusqu'à aujourd'hui, au niveau même de l'acquisition des armements, l'armée des FAMA est au niveau de l'acquisition des armements, l'armée des FAMA va sur des armements spécifiques. C'est tout à fait normal. D'accord? C'est tout à fait normal et c'est complémentaire. Si vous voyez le contrat qui a été signé, le contrat renforcé qui a été signé avec la Fédération de Russie, c'est le Mali d'abord qui l'a signé. Un contrat renforcé où effectivement il n'y a pas seulement que, si vous voulez, des ventes d'armement, il y a aussi plus que ça, un transfert de technologie qui est en train de se produire, un transfert aussi, un travail aussi au niveau du renseignement et puis au niveau même de la formation. Voilà, et on met des écoles de formation des officiers au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ça change la donne. Avant, nous étions sur les histoires de la France, là.
avec la formation là, à Saint-Cyr. Ça faisait des officiers qui ne travaillaient pas pour les pays, mais qui travaillaient pour la France, qui faisaient allégeance non pas au Bénin, au Burkina, au Niger ou au Mali, mais faisaient allégeance à la France. Donc ça, il faut rompre avec cette mauvaise habitude. Donc, je pense que sur cette base-là, il y a des choses qui ont été faites. Institutionnellement parlant, sur le plan des institutions, n'oubliez pas, quand on est en confédération, il y a des statuts, il y a effectivement une base, et il y a des textes de loi. Tout doit être calibré. Ensuite, quand vous regardez au niveau de la diplomatie, l'une des plus grosses, en tout cas l'une des plus grosses victoires, c'est d'avoir imposé une diplomatie, une voix qui porte. À l'époque, la CEDEAO ne voulait même pas prononcer le nom de l'AIS. Rappelez-vous, l'arrogance de la CEDEAO. Aujourd'hui, ils écrivent, ils mentionnent. Georges l'a dit, il y a 2 blocs. Il y a 2 blocs dans le monde et il y a 2 blocs en Afrique. C'est évident. C'est évident. Il y a ceux qui veulent rompre avec les mauvaises habitudes et il y a d'autres qui veulent rester confinés dans les mauvaises habitudes parce qu'ils ont l'habitude de ça. Lâche, peu courageux, peu ambitieux et puis pas assez, comment on dit, brillant pour pouvoir mener effectivement un certain nombre de réformes. Voilà. Donc, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'armement, on a effectivement la force unifiée de l'AIS qui s'est mise en action, qui a déjà commencé les actions dans la région des 3 frontières. Et vous avez vu, c'est une force de 5000 hommes. On nous a dit ici que 5000 c'est peu, que sur un territoire aussi vaste. Mais écoutez, la CEDEAO qui s'est levée avec qui dit elle va lever 1600 ou 1800 personnes, 12 pays. Voilà. 5000, c'est un début. 5000, c'est une autonomie. Parce que cette force unifiée a son propre état-major. À son propre état-major. Elle est extrêmement autonomisée, à son propre service de renseignement des 3 pays. Et elle est très opérationnelle. Voilà. La guerre aujourd'hui n'est pas forcément le nombre, c'est la qualité d'abord. C'est le renseignement, c'est la couverture aérienne, c'est la capacité de se projeter. Voilà. Donc 5000, c'est le début et ça va monter crescendo progressivement. Voilà. Donc, ça, sur le plan de défense, il y a d'autres aspects, l'acquisition des armements, la volonté de pouvoir effectivement de renforcer le lien entre les services de renseignement. Les services de renseignement sont vraiment renforcés, et vous avez vu. Donc, il y a aussi la Banque confédérale d'investissement et de développement que vous avez vu, qui est là, avec 500 milliards au début d'abord, et ensuite, ça va monter crescendo, qui va financer un certain nombre de projets, notamment des projets d'interconnexion entre les pays et d'autres projets poussés effectivement à l'investissement privé, public, etc. etc. Bon, je ne vais pas tout, voilà. Et aussi, sur le plan communicationnel, vous avez vu la télé, je pense qu'aujourd'hui on en parlait, la télé, la radio, etc., etc. Donc, on a le logo, on a une base opérationnelle, on a un corps. Mais surtout, ce qui s'est passé en 1 an, c'est devenu une réalité. C'est devenu une évidence. On ne peut plus passer à côté. Voilà. Et ça, c'est une grande victoire. Que ce soit une évidence, que les gens qui ont cru que ça allait être un feu follet, que ça allait disparaître, que ça allait peut-être être une escarmouche. Non, c'est une bataille qui continue. Voilà. Maintenant, je vais venir rapidement sur le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Je vais rajouter quelques éléments parce que Georges a déjà quasiment tout dit. La notion d'hiver noir. L'hiver noir. J'ai dit, hier d'ailleurs, sur mon live, j'ai dit, là où ce discours-là est l'un des plus grands discours du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi? C'est un discours qui a des airs de prophétie. Pourquoi? En 2 jours, on a vu ce qui est évident. Peut-être que les gens qui sont dans une sorte de rationalité gréco-latine, gréco-romaine, ne vont pas voir ce qu'on dit. Ils vont dire, vous vous autoflagellez, vous êtes encore à montrer les autres, alors que le problème, c'est nous. En moins de 2 jours, ça s'est passé. Le discours a eu lieu mardi. Jeudi, vous avez vu ce qui est une évidence. La première fois, on a l'Amérique qui intervient au Nigeria. Depuis Babangida, Obasanjo, Sani Abacha, tous ces gens-là qui étaient là, personne n'a été aussi loin que ce civil qu'on appelle Bola Tinubu. Donc, l'hiver noir, là, c'est l'hiver du chaos en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement l'AIS, c'est l'hiver du chaos en Afrique de l'Ouest. L'AIS est le projet qu'ils ne veulent pas voir réalisé. Parce que si ce projet-là se réalise, il va contaminer les autres. L'AIS est contagieux. Parce que l'AIS, c'est le projet d'une Afrique qui dit on peut le faire. C'est difficile. Tout n'est pas parfait. Tout est à faire.
Mais on peut le faire. On peut compter sur nous. On peut tisser d'autres relations. On peut décider avec qui on travaille. On peut décider qu'on travaille avec les Européens, les Américains, les Asiatiques, mais on travaille, si on peut travailler d'abord avec les Africains, c'est mieux. C'est ce qu'on dit. On nous dit que là, il y a certains projets fermés. Ça n'a jamais été fermé. Voilà, ça n'a jamais été fermé. Je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est assez basique. Quand vous regardez l'hiver noir, l'hiver, qu'est-ce que c'est l'hiver en Europe? L'hiver symbolise la terreur, la frayeur. Il y a deux mots en France et en Europe, là, c'est l'hiver et puis le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il est représenté par la peur. Le Moyen-Âge, c'est la souffrance. Le Moyen-Âge, c'est la famine. Le Moyen-Âge. Si vous voyez dans les expressions françaises, on n'est plus au Moyen-Âge. Tu te cru au Moyen-Âge, tu te prends. Est-ce que vous voyez ça? On ne dit pas on dit pas par exemple l'Antiquité, on dit le Moyen-Âge. Les gens se réfèrent au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, là, les gens avaient peur. Les gens s'entre-bouffaient. Il y a les moines qui ont écrit l'anthropophagie. Les gens s'entre-bouffaient. Oui. Comme les mousses sur les bateaux. Les bateaux négriers dont les gens sont en train de vouloir minimiser le rôle, tout comme Patrice Talon. Les mousses, quand il n'y avait plus à manger sur les bateaux, les gens, voilà, vous avez compris. Les mousses, ils avaient 12, 13, 14 ans. C'est sourcé. On peut regarder, on voit. Donc, quand vous regardez l'hiver noir, pourquoi le capitaine, je vais m'arrêter juste sur cet aspect, je ne vais pas développer plus. Là où son discours est génial, c'est qu'il prend les devants, il court-circuite, il anticipe ce que l'Occident fait d'habitude. C'est quoi? Le printemps arabe. Pourquoi il fait ce parallèle avec ce printemps arabe? Qu'est-ce que c'est que le printemps arabe? Qu'est-ce que c'est que le printemps? L'hiver passe. L'hiver, c'est dur, c'est compliqué, il fait froid. Si tu n'as pas de quoi te réchauffer, si tu n'as pas l'uranium du Niger, tu vas déjà de froid. Tu n'as pas un endroit où aller te réchauffer. C'est compliqué. C'est ça l'hiver. C'est resté dans la mémoire des Occidentaux, ou plutôt des Européens. C'est resté dans leur mémoire. L'hiver est froid. L'hiver est dangereux. Il y a le loup. Le loup symbolise la terreur. Le petit chaperon rouge. Le loup. Et donc, on a l'hiver, le printemps. Quand c'est eux qui aiment imposer les termes, le narratif, ils aiment avoir le contrôle du mot. Donc, c'est eux qui nomment les choses. Ce qui se passe en Tunisie, avec ce jeune vendeur, il s'installe, il récupère et il commence à dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a une opportunité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour ne pas que des gens qui vont venir être dans un monde médian là, qui ne vont pas nous soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Nous allons pouvoir récupérer cette situation-là, qu'on appelle printemps arabe là, et nous allons pouvoir agir sur nos ennemis. Nos ennemis, c'est qui? On a l'Égypte, on a la Libye et on a la Syrie. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, on nomme ça printemps. Le printemps, c'est un bon moment. On sort de l'hiver. L'hiver, c'est dangereux, c'est froid, on n'aime pas. Personne ne sort, les gens ne sortent pas trop, etc. Le printemps, le printemps, c'est les beaux jours, c'est la liberté. Donc, ils ont contrôlé. C'est eux qui nomment ça printemps. Ils contrôlent. Et là, ce que le capitaine fait, c'est qu'il nomme ce qu'eux, ils vont vouloir nommer quand ils vont commencer à agir sur les Africains. Il les coupe l'herbe sous le pied. Donc, il reprend le contrôle du narratif que eux, ils veulent avoir à dominer, ils veulent avoir à eux. Donc, il dit c'est l'hiver noir. L'hiver, c'est-à-dire qu'ils vont jeter les ténèbres sur le monde noir, sur les Noirs, les Africains. Et c'est pourquoi je vous dis que sur un plan de la spiritualité profonde là, c'est fort d'avoir le contrôle du mot. Le mot est une énergie, le mot est une action. Le mot permet de contrer le mauvais sort. C'est une conjuration du mauvais sort. C'est fort, c'est loin. Et il dit, nous devons lutter pour avoir des manteaux pour nous protéger. Quand d'autres vont venir jeter l'eau là sur les troncs d'arbres que nous voulions utiliser, les troncs d'arbres secs que nous voulions utiliser pour nous réchauffer, ils vont venir faire du sabotage qu'on voit avec tous les présidents délinquants qu'il y a autour de la CEDEAO notamment, autour de nous. C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense que quand un message est porté, il faut voir le message. Le messager porte un message pour que le message, aussi difficile qu'il soit à entendre là, ne se produise pas.
Ça veut dire que si nous avons conscience des événements qui sont en train de se produire, nous avons la force de nous mobiliser pour mettre en échec cette prédiction-là. C'est ça, c'est pourquoi je trouve que informer le peuple, informer la population de ce qui se trame. Peut-être qu'ils avaient les informations d'une attaque possible des Américains au Nigeria. Voilà. Je finis par le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui vient de prendre une ordonnance aujourd'hui, puisqu'au Niger, le général Abdourahmane Tiani procède par ordonnance. Ce qui fait que voilà, ça va vite. Il ne passe pas par une ALT, il ne passe pas par voilà, une sorte d'assemblée transitoire, tout. Il ne passe pas ça. C'est une ordonnance. Il vient de prendre une ordonnance où il est stipulé que on va mettre en place ce qu'on appelle la mobilisation générale des personnes, des ressources, des biens. Le Niger fait 1480 et quelques kilomètres carrés, de kilomètres plutôt, avec le Nigeria. Voilà. Je laisse ça là pour vous dire le lien qu'il y a. L'attaque a eu lieu jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, lors du Conseil des ministres, le général Abdourahmane Tiani prend cette ordonnance-là qui dit que tout Nigérien, toute Nigérienne en âme, au-delà de 18 ans et quelques là, peut être mobilisé à défendre la patrie. Je m'arrête là. OK, merci beaucoup. On pourrait, si on le souhaite, aborder rapidement le deuxième sommet de l'AES et puis dire quelques mots par rapport à l'hiver noir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que quelque part, dans les explications qu'on a entendues dans les interventions, c'est que cette intervention des États-Unis, à la limite à 80 km à peu près de la frontière nigérienne, ça peut être un prétexte pour pouvoir entrer sur le sol nigérien. Donc, ça aussi, c'est comme une porte ouverte pour aller un peu plus loin demain. Parce que si on dit ceux qu'on a essayé de détruire au Nigeria se sont déplacés vers le Niger, ça va être une bonne raison d'aller essayer. OK, ça va être une bonne raison d'intervenir aussi peut-être au Niger. OK, donc sur cette question, Georges, je ne sais pas si tu es encore là. Georges, est-ce que tu es là? OK, si tu veux aborder ce sujet, tu peux prendre la parole, sinon je vais demander à quelqu'un d'autre de commencer d'abord. OK, Monsieur Mbutu, si vous voulez intervenir par rapport… Ah, OK, vas-y, alors on t'écoute d'abord. Non, répétez-moi la question. Non, c'est par rapport à l'hiver noir du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, oui. Si on veut aborder ça aussi, parce qu'on en avait parlé en privé aussi, oui. Exactement. L'hiver noir, effectivement. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine, il y a eu un très grand événement en Afrique de l'Ouest. C'était le deuxième sommet de l'AES, quelque chose qu'on attendait. Et ça a été, en tout cas, réussi. L'événement a été réussi cette année. Il y a eu du monde, il y a eu les grands influenceurs. Moi, je n'ai pas demandé, oui, je n'ai pas eu. Et en tout cas, on a vu un peu les professeurs. Je crois que maintenant, c'est passé la direction de l'AES. La direction est passée de Assimi Goïta à Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré a fait quand même un discours assez éloquent et très prophétique. Il a dit clairement que de nous préparer. Là, ça fait 2 ans, ils avaient promis qu'ils allaient même attaquer en décembre. Et quand je dis ils, je parle du bloc occidental de l'Europe. Ils avaient promis qu'ils viendraient attaquer l'AES. L'AES dure même déjà trop longtemps et il faut que ça tombe. Pour ceux qui disent que voilà, c'est seulement les Noirs le problème, voilà, c'est là où vous faites la chose. Donc, il fait la prophétie en disant, écoutez, chers Africains, préparons-nous. Nous qui sommes révolutionnaires, nous qui sommes souverainistes, nous qui sommes anti-impérialistes, nous, on décide, il dit, préparons-nous psychologiquement parce que quelque chose arrive qu'on appellera ce que lui, il appelle l'hiver noir. Et quand il décrit cet hiver noir, on voit clairement que c'est cette recolonisation dont certains parlent. Et la personne qui nous a lancé cette recolonisation, vous ici, la première personne, enfin, la personne la plus influente, je dirais, c'était Trump. C'est pour cela, nous, on voit ce bombardement-là qui est tout près du Niger, avec un argument farfelu comme qu'on va sauver les chrétiens, alors qu'il y a d'autres pays où il y a plus de 90% de chrétiens, on n'est pas allé sauver. Donc, on voit que cet argument farfelu est juste un argument, je ne sais pas, bidon, et que là, le vrai argument, en fait, c'est tout autre. Donc, nous tous, on s'attend à ça. Donc, bref, on parle ici de cette recolonisation de l'Afrique.
qui va causer, parce que quand on parle de l'hiver, s'il vous plaît, personne n'aime l'hiver. Vos voitures vont glisser, il fait très froid, les bébés doivent être trop couverts, les vieillards ne sortent plus, le sol est très glissant, on a du mal à respirer. Vous n'avez jamais marché sous une température de moins 10 degrés, les gars. Mais les gars, vous avez l'impression comme votre poitrine, c'est comme s'il y a une brique là-dessus. C'est ce qu'il dit, la respiration sera difficile, l'avancée sera dure, et quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Le mec, il dit, écoutez, nous avons des moments durs qui vont venir. Nous avons des moments vraiment difficiles qui approchent. Attendez-vous à ça. Soyez préparés au pied. Vous voyez, c'est un peu ça. Il annonce cette recolonisation tout simplement parce que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est divisée en 2 blocs. Il y a un bloc qui se rapproche, c'est-à-dire nous miroitons, c'est pour ça que je n'arrête pas de me référer à la guerre froide. Nous miroitons un peu cette guerre froide-là qui est en train de se refléter chez nous. Pourquoi? Parce que l'Amérique aujourd'hui n'arrête pas de répéter que l'AES a choisi le bloc russe. Vous voyez? Et qui dit russe dit en même temps le communisme qui est à combattre. Puisque la guerre froide, c'était ça, il fallait combattre le pacte de Varsovie, il fallait combattre l'idéologie qui était communiste, il fallait combattre le bloc de l'Est qui n'était pas d'accord avec le libéralisme et le capitalisme. Voilà, il fallait les combattre tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce bloc-là de l'OTAN. C'était ça, c'était ça. Et les résolutions de cette guerre froide jusqu'à aujourd'hui, pour eux, nous devons nous mettre d'accord, nous devons nous mettre en rang derrière. C'est pour ça que je disais qu'au Okatoula est à tout faux, qu'il est dans les nuages là-bas. Donc, ici, ce qui se passe, c'est cette recolonisation-là. On va chercher des arguments, on va israéliser notre région, on va créer un petit pays quelque part et ils vont aller s'installer et boum, 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 ça va commencer. Exactement comme ils sont en train de faire aujourd'hui en Israël, où on dit Israël-Palestine, mais en tirant une bombe, la bombe a fait erreur et c'est allé en Iran. Puisqu'ils n'ont jamais supporté l'Iran. Vous voyez, l'Iran qui n'est pas avec l'Iran qui est dans l'autre bloc. Récemment, même, ils ont même tué des autorités iraniennes. Donc, voilà. Il est en train de parler de cette recolonisation-là qui va arriver de façon violente, de façon agressive. Et il ne parle pas seulement, il dit que le problème, même ce n'est pas seulement, comme le disait quand même, comme je le dis souvent, c'est-à-dire le problème ne sera pas seulement nos propres frères noirs qui seront en train d'applaudir, voilà, le massacre de leurs propres frères, juste au profit des autres, des Occidentaux qui ne viennent que pour leur ventre, ils ne viennent pas pour nous, ils viennent seulement chercher les intérêts. Donc, ils vont venir par ces gens, il y aura ces chevaux, ils seront comme un cheval de Troie, ils vont passer par ces gens-là, venir nous atteindre. Quand il parle de ces chevaux-là, il parle de qui? Il parle de Tinubu, il parle de Patrice Talon, je me sens français, il parle de Alassane Draman Ouattara, alias 3000 morts. Et maintenant, le Ghana qui s'est rangé, lui, il a floré une tentative de truc là, de coup d'État, on a frôlé de justesse 2 ministres morts, et paf, lui s'est rangé derrière les États-Unis. C'est comme ça. Au fait, vous rangez où, voilà, où on vous bombarde, voilà, tentative sur tentative, c'est comme ça. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Il dit, écoutez, mais ce qui va venir sera 10 fois pire. Il y aura encore ces guerres-là, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer, ce sera même pire. Ils vont vouloir nous disloquer, nous diviser. Ils vont passer par plusieurs autres moyens. Et le but sera juste de piller notre sous-sol et de laisser l'Afrique dans le chaos. Donc, que nos frères sachent que l'heure est à l'unité, que l'heure est au renforcement de l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, c'est de l'Afrique souveraine. Et que nous, Africains, nous devons garder un œil, c'est-à-dire l'œil citoyen. Quand je parle de l'œil citoyen, je parle de l'œil citoyen sur toute l'Afrique. Parce que c'est nous qui avons la matière première. Il n'y a pas un autre continent qui l'a. Et ils ont besoin de ces matières premières pour faire leur lutte à la première puissance mondiale. Et c'est ça. Donc, venir dire aujourd'hui que nous, on n'a aucun problème avec les Blancs, aller chercher l'esclavage, c'est fou, c'est archi faux. Et c'est ça, il dit là, nous sommes en train de réécrire notre histoire. Personne ne viendra l'écrire à notre place. C'est nous qui l'écrivons maintenant, là, tout de suite. Ils sont sous notre nez, ils ne dorment pas, ils ont faim, et c'est nous qui avons la nourriture. Donc, c'est un peu ça, cette recolonisation dont il parle. Préparons-nous en conséquence, parce que nous avons la matière première dont les autres ont besoin, et ils ne viendront pas négocier, acheter à juste titre, parce que ça les dérange, eux, de vouloir discuter avec des esclaves qu'ils ont laissés là. Et comme je le disais, la colonisation, pardon, la fin de la colonisation, c'était juste un truc de fait. C'était juste un truc de fait. Et ça, là, venir me dire aujourd'hui que, je ne sais pas, que Kwame Nkrumah n'a pas pu être président de l'Union africaine, hein, tout simplement parce qu'il prônait le panafricanisme. Ils sont allés mettre Haïlé Selassie là-bas. Donc, à un moment donné, arrêtons de rêver.
Arrêtons de réveiller les noms vous voulez, on sort des documents ici. C'est un peu ça, au fait. C'est un peu ça. Et Kwame Nkrumah a laissé un Ghana derrière aujourd'hui qui vient de laisser l'autre, là, Nana Addo Akufo, un gros vendu, qui est parti. Celui qui est arrivé a voulu jouer un peu les héros, là, on l'a bien arrangé. On a fait biche 2 fois. Son avion, après, c'était sa femme, après, ceci. Il s'est bien arrangé, en fait. Et puis, justement, là, le calme est revenu. Donc, à un moment donné, disons la vérité, l'Afrique est en danger. Nous sommes en danger en Afrique de l'Ouest, tout simplement à cause de notre sous-sol. C'est là-bas que les richesses poussent. Et donc, méfiez-nous, gardons l'œil ouvert, sachant que, oui, des gens sont là pour nous déstabiliser, juste parce que nous avons un sous-sol dont ils ont besoin. Nous, Africains, notre paradis, c'est dans notre sous-sol, et qui sont là, pas pour négocier, ils ne sont pas là pour acheter, ils sont là pour prendre de force. Et c'est ça qui va apporter l'événement chez nous, c'est ça qui va apporter le chaos, la déstabilisation. Et nous devons être prêts pour lutter pour nos terres. C'est un peu ça, M. Biafrika. Ok, merci beaucoup, Georgia. Donc, Monsieur Mboutou, Monsieur Bolade, est-ce que vous êtes là? Monsieur Bolade. Oui. Ok. Oui, bonsoir, Biafrika. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous pouvez prendre la parole. Oui. Merci beaucoup pour l'opportunité. Bonsoir à tous. Bon, de mon point de vue, et d'abord, moi, je fais partie du Bénin. Je dirais que concernant le Bénin, bon, il y a 2 faits qui me sont parus un peu étranges. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des nominations, mais il y a quand même quelque chose que je n'ai pas compris. La dernière fois, en écoutant le chef de l'État parler, il a fait état de ce que l'armée de l'air du Bénin n'a pas d'aéronef. Le Bénin est un pays pauvre, on n'a pas les moyens pour s'acheter ça. Et curieusement, dans ce pays où on n'a pas tout ça là, on a un général d'armée de l'air. Bon, c'est quand même un peu curieux. Moi, je n'ai pas compris. Honnêtement, s'il y a des techniciens ou des gens qui peuvent mieux nous expliquer comment ça se passe, puisque dans un pays où on n'a pas d'aéronef, on n'a rien qui concerne ça, et on a un général d'armée de ce rang-là, c'est quand même un peu curieux. La deuxième chose, c'est concernant la dame qui a été arrêtée, je pense à la femme à l'ex de Kémy Séba. Bon, je ne sais pas s'il y avait une enquête en cours qui a coïncidé avec l'incident qui s'est produit pour qu'on soit à la recherche de son mari et qu'on interpelle elle pour pouvoir faire de ces enquêtes. Sinon, c'est quand même trop étrange que des choses comme ça se passent et c'est pas bon, ça n'honore pas notre pays, de mon point de vue. Et puis, tout ce qu'on trouve à charge, bon, on parle de blanchissement de capitaux, des trucs. Bon, bref, je pense que ça ça quand même, ça permet de se poser des questions à ce niveau. Et pour revenir au Nigeria, il y a quelque chose qui, même si nous sommes fanatiques, qui quand même mérite de questionnement. On peut accepter qu'il y ait de partenariat entre 2 pays, c'est-à-dire le Nigeria peut être en partenariat avec les États-Unis sur le plan militaire. Mais à ce que je sache, s'il y a un partenariat et que on sollicite son partenaire pour venir intervenir chez nous, ce n'est pas le pays sollicité, son chef de l'État, qui va annoncer l'intervention avec une menace 1 mois ou voire 2 mois avant l'intervention. C'est quand même un peu curieux. Même si on est fanatique, si on ne veut pas réfléchir, il va falloir quand même se poser des questions autour de cette question. Qu'un chef de l'État menace un pays, je ne sais pas au nom de quel partenariat d'avance, avant de venir intervenir pour qu'on soit en train de dire c'est au nom du partenariat. Ça là, c'est pas intéressant. C'est pas bien. Il va falloir quand même qu'on se réveille et qu'on comprenne ce qui se passe, parce que c'est triste. C'est triste pour notre continent et c'est malheureux parce que chez nous, même si les choses se passent et que dans des autres pays, les gens se plaignent pour nous, c'est-à-dire même dans notre continent, nous on trouve des excuses à ça. C'est triste, quoi. Nous trouvons des excuses pour défendre l'indéfendable. Je pense que c'est très triste. Si je veux pas tergiverser, je reviens carrément à l'AES pour dire que au niveau de l'AES,
la métaphore comment on appelle, d'Ibrahim Traoré, je pense qu'il a juste renforcé ce qu'il avait dit. Sinon, Ibrahim Traoré avait déjà dit que l'AES se prépare pour... il a même appelé toute l'Afrique à se préparer pour une guerre de grande intensité ou de longue durée, je crois, quelque chose. Il a utilisé une expression comme ça par le passé. Et il est venu maintenant réitérer ça à travers une métaphore. Et si nous ne voulons pas être amnésiques, il y a de grands officiels, que ce soit de l'armée, des analystes très, très bien placés, des Occidentaux, qui eux-mêmes déjà annoncent déjà que si nécessaire, ils viendront recoloniser l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest. D'autres sont même allés jusqu'à dire, des hommes de rang, des généraux, dire que ils vont transférer la guerre Russie-Ukraine en Afrique de l'Ouest et que le terrain neutre de l'Afrique de l'Ouest est mieux pour ça. Et des gens sont venus, des gens sont venus dire des trucs comme ça. Je pense que c'est à nous de réfléchir. Il y en a des économistes qui disent que la survie de l'Europe, c'est l'Afrique qui n'ont pas le choix. Et puis, à nous autres, bon, au nom des connaissances livresques ou bien des théories que nous lisons, que nous apprenons, nous refusons de comprendre au point de continuer par nous culpabiliser, que c'est nous-mêmes qui ne faisons rien. Je pense que c'est triste si nous sommes à cette étape. C'est vraiment triste. Il va falloir que nous sortions des émotions et que nous soyons beaucoup plus raisonnables pour comprendre que nous sommes dans un monde où c'est les rapports de force. Et moi, je savais que ça allait venir. Ça allait venir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était beaucoup plus jeune, en terminale, il y a un chapitre qu'on étudie, qu'on appelle la décolonisation. Dans ce chapitre-là, quelque chose qui avait attiré mon attention. On disait que nos pays avaient eu une décolonisation ou bien des indépendances octroyées. Alors qu'on faisait on comparait ces pays avec l'Algérie, et il y a un pays de l'Asie là, qui a eu une guerre où il y a eu une guerre l'Indochine. Voilà, la guerre de l'Indochine. Donc bon, en fait, la nature ne trompe pas. C'est-à-dire ce que tu n'avais pas fait, tu es obligé de faire ça pour pouvoir équilibrer tout. Si nous, on nous a octroyé quelque chose, on nous donne la liberté, on ne donne pas. Il va falloir, si ça nécessite que nous mourons pour être libres, je pense qu'il en soit ainsi. On doit se battre pour aussi devenir libre. Ça, c'est pas à discuter. Mais ce qui est triste, c'est que parmi nous continuons de penser que il va falloir écouter, c'est-à-dire les gens nous mettent des choses en tête et on continue de répéter les mêmes choses pour penser que c'est ça, alors que des choses se passent clairement comme ça, au vu et au su de tout le monde. Nous refusons de voir, nous refusons de comprendre, nous ne voulons pas comprendre que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a que des rapports de force, le Venezuela récent, c'est encore en cours là, la situation du Venezuela nous rappelle que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice dans le monde, c'est les rapports de force. Donc nous sommes obligés d'être forts, nous devons nous battre pour être forts et reprendre les choses en main. Et concernant le bilan de l'AES, de la Confédération, je crois, elle a 17 mois aujourd'hui, avec les objectifs qui se sont fixés, ce qu'ils ont réalisé. Je pense que, sauf quelqu'un qui n'est pas sérieux, ne va pas dire que c'est un bilan positif. En 17 mois, que des gens que des gens aient la possibilité de faire ce qu'ils ont fait, de concret, de visible, sur tous les plans qu'ils ont annoncés dans leurs objectifs. Je pense qu'il est quand même très bon de reconnaître qu'il y a un grand effort qui a été fourni et d'encourager, de soutenir
Et même ceux qui soutiennent toujours, ceux qui sont en train de penser que la CEDEAO, c'est un modèle à ne pas laisser et autres, moi je pense qu'il va falloir que nous poussions loin nos réflexions pour penser que l'existence de l'AES est une bonne chose, même pour la CEDEAO, pour ceux qui pensent que la CEDEAO est une bonne chose. Pourquoi je dis ça? C'est que l'évolution de l'AES, la fougue de l'AES va permettre même aux gens de la CEDEAO, aux dirigeants de la CEDEAO, de se mettre eux-mêmes la pression pour que la CEDEAO même connaisse davantage de changements et que les choses évoluent. Je pense, pour moi, au lieu que des gens qui se disent qu'ils sont toujours pour la CEDEAO, que la CEDEAO ne doit pas être laissée, que c'est ça qui est le modèle, je pense qu'ils doivent quand même être fiers qu'il y ait quand même une autre organisation qui est en train de défier la CEDEAO et qui va même permettre à ce que ce challenge permette à la CEDEAO de sortir de ce dans quoi tout le monde lui reproche pour aller davantage de l'avant. Et c'est l'Afrique qui gagne, en un mot, c'est l'Afrique qui gagne. Au lieu que d'autres soient en train d'invectiver, de chercher à trouver des poux pour comment appelle, les cheveux de l'AES qui a une tête chauve, une tête chauve. Je pense que ce serait mieux que nous essayions de penser que c'est une bonne chose que l'AES naisse et que l'AES va permettre à ce que, comment on appelle, la CEDEAO aille de l'avant. Je vais m'arrêter là pour permettre à d'autres de parler.